Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour oser la reconversion. Vous aimez le contact avec les enfants, vous êtes dynamique et avez envie de transmettre, avez-vous pensé à vous reconvertir dans les métiers de la petite enfance ? Assistant maternel, garde d'enfants à son domicile, auxiliaire de crèche, auxiliaire de puériculture, infirmier de puériculture, éducateur de jeunes enfants. Les métiers de la petite enfance s'exercent en crèche, à son domicile, en centre de loisirs ou encore à l'école ou en foyers sociaux. Les métiers liés à la petite enfance sont très diversifiés, mais ont tous un seul objectif commun, contribuer au développement de l'enfant, assurer son bien-être et sa sécurité, tisser du lien avec les enfants et aussi avec les parents. Les formations de quelques mois accessibles sans condition de diplôme, que vous ayez déjà travaillé ou non dans le médical, à Bac+3 en fonction des métiers préparés, alternent des périodes de formation théorique et des périodes de stage de formation pratique en milieu professionnel. Surtout, ces métiers offrent de belles perspectives d'évolution de carrière. On peut par exemple devenir directeur de crèche, d'un centre de loisirs ou encore coordonner les actions municipales en faveur de la petite enfance. Un secteur en pleine expansion car la région Grand Est estime que plus de 11 000 postes d'assistants maternels sont à pourvoir entre 2019 et 2030. On comprend donc mieux pourquoi la quasi-totalité des étudiants qui suivent les formations trouvent un CDI avant la fin de leurs études. Vous êtes dynamique, enthousiaste, vous aimez le contact humain, vous cherchez un métier qui bouge, où les journées ne se ressemblent pas, pensez aux métiers de la petite enfance et formez-vous à des métiers qui recrutent. Les formations peuvent être financées par la région Grand Est sous certaines conditions. Si vous êtes demandeur d'emploi, en suivant une formation financée par la région, vous devenez stagiaire de la formation professionnelle. Les avantages, aucun frais pédagogique n'est à votre charge. Vous percevez une rémunération mensuelle et vous pouvez bénéficier d'aides financières au transport, à l'hébergement ou encore pour la garde de vos enfants. Vous avez découvert ici, la semaine dernière, le témoignage de reconversion de Sandra, ancienne hôtesse de l'air devenue auxiliaire de puériculture. Renseignez-vous dès maintenant sur la formation et les financements par la région Grand Est sur www.formationsansS.grandest.fr. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Charlotte. Après avoir travaillé comme directrice artistique à Los Angeles pour le club restaurant Members, Charlotte a ouvert le premier studio de Hot Pilates à Paris, Burning Bar. Après le bac, la seule chose que Charlotte sait, c'est qu'elle veut travailler dans un milieu créatif. À la fin de ses études à l'EFAP, elle part à Los Angeles pour rejoindre son frère qui vient de lancer son restaurant Members. Charlotte sera son bras droit pendant 2 ans et l'aidera à faire grandir Members, une chaîne de restaurants club tendance à Los Angeles. C'est justement à Los Angeles que Charlotte découvre le lifestyle californien, les jus healthy, le Miracle Morning et surtout le Hot Pilates du Pilates dans un studio chauffé à 35 degrés. Elle devient vite accro à ce sport et décide d'importer le concept en France. Aujourd'hui, Charlotte est la fondatrice de Burning Bar, le premier studio de Hot Pilates à Paris, cofondé avec son amie Jody, rencontrée à Los Angeles. Burning Bar, au 42 avenue Raymond Poincaré dans le 16e arrondissement à Paris, ce sont des cours de pilates dans une salle chauffée à 35 degrés, mais aussi des massages, un sauna et hammam, un bar à shot détoxifiant et des collaborations avec des marques américaines comme Sporty & Rich. Alors avec Charlotte, on a évoqué sa vie à Los Angeles et le rêve américain, les montagnes russes de l'entrepreneuriat, comment se faire une place dans le milieu très concurrentiel des salles de sport, comment elle a ouvert Burning Bar avec Jody à 25 ans seulement et la difficulté d'être prise au sérieux par les banques, les coachs quand on est des jeunes femmes entrepreneurs. Elle s'est livrée en toute transparence sur les joies et les difficultés de l'entrepreneuriat. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Charlotte. Bonjour Charlotte, bienvenue dans Oser la reconversion. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr, donc moi je m'appelle Charlotte, j'ai 26 ans et je suis la cofondatrice de Burning Bar, la référence du Hot Pilates à Paris. Alors, avant de faire ça, t'habitais à Los Angeles, où t'as commencé ta carrière, parce que t'as fait plutôt des études de communication. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter un petit peu ce que t'as fait après le bac, et puis comment t'as réussi à travailler à Los Angeles, parce que je pense que c'est quand même un rêve pour beaucoup.
Donc en fait, j'ai passé un bac S, SP, SVT, enfin rien à voir avec la communication et le côté un peu artistique. Dans ma famille, c'était comme ça, on faisait un bac S, il y avait pas d'autre option, je Il n'y dirais. avait pas le choix. Mais en vérité, je regrette pas du tout parce que ça m'a peut-être ouvert l'esprit et forcé à commencer à travailler mes skills de résilience, je pense, parce que c'était vraiment un sujet que je maîtrisais pas et j'ai dû me forcer pour pouvoir avoir mon bac et me dire après je fais ce que je veux. Là, après le bac, je me suis tournée donc vers la communication. Je pense que j'ai toujours eu ce désir de raconter des histoires, de connexion avec d'autres personnes créatives, de ce que j'adorais pendant mes études, c'était vraiment créer un univers de marque, créer une ambiance. Donc en fait, parfois, je me réveillais le matin et je disais à mes parents, OK, c'est bon, j'ai trouvé ce que je veux faire, je veux travailler à Universal Studios et faire les décors. Parfois, je regardais un film et je regardais à la fin du film qui était maquilleuse dans le film, enfin, ou qui avait fait, quand je regardais une publicité, je me demandais qui était derrière la publicité, etc. Donc en fait, je pense que j'ai toujours été assez curieuse dans ce domaine. J'ai pas su tout de suite quel était le métier qui était fait pour moi, mais je savais que c'était un métier créatif, je dirais. Donc voilà, pendant mes études, j'ai eu la chance de pouvoir voyager. Donc j'ai commencé avec la Chine. J'ai fait un échange là-bas qui a été hyper intéressant pour moi, mais au-delà du point de vue éducatif et scolaire, c'était vraiment le fait d'avoir une expérience à l'étranger, de s'installer quelque part, d'apprendre une nouvelle culture. Je me rappelle, on avait beaucoup de cours de chinois. Enfin, à chaque fois, j'ai bien aimé cette facette-là des études. Et c'est pour ça que j'ai fait aussi un master après les FAP à Stockholm, en Suède. Et donc voilà. Et en fait, à chaque fois, donc au début, je prenais un peu à la légère. Je faisais mes études, mais sans vraiment me demander qu'est-ce qui allait se passer ensuite. Et c'est vrai qu'à Stockholm, en fait, c'était la fin. Je venais de finir 5 ans. Et donc, il fallait choisir quel métier j'allais faire ensuite. Et là, c'était la panique un petit peu? En fait, ouais, c'était le moment de se dire, là, il y a plus école, quoi. C'est la vraie vie qui commence. Il faut faire un métier. Et puis je me rappelle que j'étais très stressée de me dire, il faut que je trouve un métier qui va être mon métier pour toute la vie. Et c'est vrai que moi, j'ai des parents qui sont artistes. Mon père est styliste et ma mère a eu plein de métiers dans sa vie. Et maintenant, elle est décoratrice, architecte d'intérieur. Et c'est vrai que ma mère m'a dit, mais on s'en fout, tu pourras avoir plein de métiers, tu peux avoir plein de vies différentes. Donc ça m'a fait un peu relativiser. Et j'ai aussi discuté avec un de mes frères qui habite justement à Los Angeles en lui disant que voilà, je finissais mes études, que j'allais postuler dans des agences de communication pour être directrice artistique. Parce que je me suis spécialisée dans la pub, en fait, avec les FAP. Et donc, du coup, je lui dis ça. Mais j'étais stressée parce que c'est vrai qu'il y a un truc qui m'a marqué pendant mes études. J'ai mon prof de pub est venu avec une poubelle. Je me rappelle, le premier jour, c'était mon directeur de master. Il a mis une poubelle. Il a dit, en fait, 80% de votre travail va finir dans cette poubelle. Donc, ceux qui sont pas capables ou qui ont pas les épaules, vous pouvez partir. Ça sert à rien de vous lancer. Et en fait, moi, j'ai un peu un mauvais caractère et ça m'a stressée toute ma dernière année. J'ai du mal avec le non, j'ai du mal avec le rejet de mon travail. Je me sens tout le temps un peu vilain petit canard. Et donc, du coup, je me sentais pas spécialement capable à 23 ans, quand je finis mes études, de me dire je vais aller dans une agence me faire maltraiter. Peut-être que c'est pas le cas parce que au final, j'ai jamais fait d'agence de pub, donc j'en sais rien. Mais c'était vraiment l'image que j'avais, que j'allais me faire maltraiter en agence de pub et que 80% de mon travail allait se faire refuser par un client très exigeant, pardon. Ce que je comprends maintenant en étant moi-même client. Mais à l'époque, voilà, ça me faisait peur et donc en discutant avec mon frère qui était entrepreneur aux États-Unis et qui a monté son restaurant donc qui s'appelle Members à Los Angeles. À l'époque, il en avait qu'un seul. Il m'a dit, enfin moi j'ai besoin de ton aide. Tu veux pas venir travailler avec moi? Il y a toujours eu dans ma famille cette idée d'ouvrir une entreprise familiale, on est 7 frères et sœurs. Et mais ma mère travaille avec mes 2 autres frères. Ma sœur va bientôt travailler avec ma mère, j'imagine. Enfin, on est vraiment un peu tous connectés. Et donc, mon frère s'était isolé seul aux États-Unis, m'a proposé cette opportunité en me disant c'est l'occasion d'apprendre plein de trucs. Tu vas être un peu mon bras droit. Moi, il y a tout à faire. Je crée ma marque depuis le début. Et c'est quelqu'un qui m'inspire énormément, mon frère. Et donc, du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Et donc, pour revenir un peu à ce que tu disais, où ça doit être le rêve de plein de monde. Je sais que j'ai eu vraiment de la chance et une opportunité parce que c'est pas forcément accessible d'avoir des visas pour les États-Unis. Malgré, si je peux donner un conseil, je sais que le visa J1, c'est le visa que j'ai eu. C'est un visa quand même un peu plus facile à avoir parce que c'est un visa d'1 an et demi au maximum. Je crois qu'il coûte pas très cher pour l'entreprise et il est facile à avoir. Et donc du coup, voilà, peut-être se renseigner pour les gens
à qui ça parle et les gens qui veulent avoir une expérience aux États-Unis. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie m'installer là-bas. Donc au début, c'est vraiment incroyable. Je suis aux États-Unis, donc c'est vraiment hyper différent. Là-bas, moi, j'adore que le fait que les skills artistiques, je dirais, sont hyper valorisés, beaucoup plus qu'en France. Quand tu te présentes à quelqu'un et que tu dis que t'es directeur artistique, on dirait que t'es président de la République. Alors qu'en France, j'avais toujours l'impression que la communication, les FAP, qui est aussi appelée l'école des filles à papa, etc. Bon, j'avais l'impression que je devais prouver à chaque fois un petit peu le fait que j'avais une valeur ajoutée dans mon travail, etc. et que c'était pas parce que je faisais pas de finance et des choses comme ça, j'avais l'impression d'être un peu dénigrée, je dirais, mais c'était peut-être mon ressenti. Alors qu'aux États-Unis, j'ai eu l'impression vraiment d'arriver dans un endroit où il y a que des artistes, où les gens se baladent dans la rue habillés, enfin ils s'en foutent quoi. Et c'était vraiment un truc qui m'a marqué et que j'ai adoré pendant mon séjour là-bas. Et après en fait, je suis arrivée dans une start-up parce que le restaurant avait même pas 1 an. On a fêté les 1 an quand j'étais là. Et donc, j'ai vraiment un rôle très polyvalent. Donc, j'ai aidé donc dans la création de la marque, donc le logo, savoir où mettre du branding. En plus, c'était un restaurant, donc moi, c'était un domaine que je connaissais pas. Après, je suis allée même en cuisine. J'ai travaillé avec les chefs. Donc, j'ai été chef créatif du restaurant. C'est moi qui ai créé le menu pendant une période. J'ai fait aussi de l'accueil, donc j'étais à la porte, donc j'étais physio du restaurant. Après, j'ai géré les événements pour le restaurant, mais quand je dis les événements, c'est j'ai fait des mariages, donc je devais faire les fleurs. Enfin, j'avais vraiment un rôle. J'ai touché à plein de choses, et donc ça a été très intéressant, mais ça a pu être parfois assez stressant parce que en plus j'avais la pression d'être la sœur du patron. Donc je pense que c'est un truc qui fait partie de mon caractère, mais j'avais l'impression de devoir prouver à chaque fois, de devoir faire plus. Je voulais rendre fier mon frère, je voulais trouver ma place. Ouais, puis t'étais jeune quand même, ça faisait beaucoup de responsabilités à la sortie des études. Ouais, j'étais quand même assez jeune, mais je me sentais quand même assez mature déjà pour mon âge. À 18 ans, je suis partie chez mes parents pour habiter seule, et je pense que ça m'a aidée à me construire et grandir peut-être un peu plus vite que d'autres personnes de ma génération, même si c'est pas tout le monde. Donc voilà, en tout cas, je me sentais à ma place sur le moment. Mais c'est vrai qu'avec du recul, c'était peut-être parfois trop. Et c'est là où je vais peut-être, du coup, faire une transition avec une deuxième partie c'est à ce moment-là que j'ai découvert le fait de devoir trouver une balance dans la vie et une balance professionnelle et personnelle avec le fait de faire du sport, se reconnecter avec soi-même, renforcer son physique et son mental. Et donc c'est là que j'ai commencé à pratiquer du pilates et du yoga, et notamment donc c'est là où j'ai fait la découverte du hot pilates. C'était pendant mon séjour aux États-Unis. Oui, parce que ça vient de la Californie à la base, le hot pilates. En fait, là-bas, il y en a vraiment partout, à tous les coins de rue. C'est vraiment quelque chose de très banalisé, je dirais. Je sais pas si ça se dit vraiment comme ça, mais oui, et puis ils sont vraiment très à fond sur tout ce qui est bien-être, bien manger, toutes les fit girls, donc c'est très tendance là-bas. Donc toi, t'as tout de suite aimé un peu, tu t'as adopté tout de suite le style un peu, je veux dire le lifestyle californien. Ouais, j'ai adoré. J'ai adoré le Miracle Morning. En plus, mon frère, on a un trait de caractère en commun, c'est qu'on est très obsessionnel. C'est-à-dire que quand on commence un truc, on est dans l'excès. C'est-à-dire que parfois, il m'appelait le matin, il me disait, viens, à partir d'aujourd'hui, on faste, enfin, on fait un jeûne de 1 semaine. On fait de l'eau. Comme ça, on reset on fait une détox du foie et tout. Enfin, c'est vraiment, et j'ai adoré, moi, cette partie-là, de ce lifestyle-là des États-Unis. Le fait de pouvoir, donc se lever très tôt, d'écouter des podcasts, de manger bien, il y a du kombucha, enfin, j'ai tout essayé dans les recettes miracles américaines, et franchement, j'ai adoré cette idée-là. En fait, j'ai trouvé que c'était à la fois, il y a un côté qui est finalement pas du tout superficiel, alors qu'on pourrait croire que le fait de prendre aussi soin de soi, c'est très superficiel et on pense qu'à ça, on fait que se regarder le nombril, etc. Alors qu'au final, ils ont tout compris parce que c'est beaucoup plus sain, et c'est juste en fait, je trouve qu'ils ont compris le principe de la balance et de l'équilibre et j'ai l'impression qu'ils étaient plus heureux que les Français, par exemple, que les Parisiens, les Américains. Et ouais, j'ai complètement adopté ce mode de vie. Et donc tu découvres le hot pilates, et là c'est tout de suite le déclic, tu te dis j'adore. Alors peut-être est-ce que tu peux décrire le hot pilates aussi pour les personnes qui connaîtraient pas? Bien sûr.
Le hot pilates, en fait, le principe, c'est de rentrer dans une salle qui va être chauffée. Moi, je pratiquais donc à l'infrarouge aux États-Unis, et c'est ce qu'on a ouvert à Paris par la suite. À l'infrarouge, donc c'est une chaleur qui est, par exemple, enfin, elle est différente d'un hammam ou d'un sauna, si vous voulez. Elle est pas du tout oppressante. C'est-à-dire, c'est une chaleur assez sèche. Et donc, on rentre dans une salle et c'est une pratique de 50 minutes, mais de pilates. Donc, pilates, c'est du renforcement musculaire, mais très doux. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact. C'est vraiment, on va synchroniser la respiration avec les mouvements pour aller engager les muscles profonds. Et donc, du coup, il faut une certaine rigueur que j'ai beaucoup aimé. Comme c'était aux États-Unis, il y avait aussi cette idée de très inspirant. À la fin, le coach faisait un petit pitch. Il y avait un peu de méditation. Et en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je sortais de cette séance, j'étais reboostée, quoi. J'avais appuyé sur reset. Et donc, du coup, très vite, je devais y aller tous les jours, en fait. J'étais devenue obsessionnelle. Et j'y allais vraiment tous les jours. Je commençais ma journée comme ça, et c'était vraiment, enfin, j'avais besoin de ce moment de ma journée, de cette coupure, soit en yoga, soit en pilates, mais à chaque fois chauffée. J'ai vraiment aimé le principe de la chaleur. Et du coup, ouais, c'est chauffé à 35 degrés. Et c'est quel intérêt, en fait? Qu'est-ce que ça rajoute à la pratique du sport? Bah, déjà, si vous voulez, quand on rentre dans une salle chauffée, t'as l'impression de te détendre d'un coup. C'est très apaisant, la chaleur. Ça vous enveloppe. C'est réconfortant, je dirais. Donc il y a cette partie-là, donc qui est plutôt psychologique, mentale. Et après, d'un point de vue physique, ça va permettre d'assouplir le muscle et d'éviter les risques de blessures parce que le muscle est déjà chaud, en fait, et d'être plus souple. Enfin, j'avais l'impression vraiment de gagner en souplesse, en amplitude dans mes mouvements, notamment en yoga. Parce que quand on commence le yoga, ça peut paraître très difficile au démarrage d'avoir les bonnes postures, et j'avais l'impression vraiment que c'était comme une aide supplémentaire. Et pour le pilates, j'avais l'impression que c'était aussi une difficulté en plus, donc un challenge en plus que j'aimais beaucoup. Oui, parce que j'imagine que du coup, tu brûles plus de calories comme il fait chaud, ou pas spécialement? Je voudrais pas dire de bêtises. J'imagine que oui. Après, moi, je suis pas du tout focalisée dans les calories, que ce soit en les mangeant ou en les perdant. Donc, je saurais pas dire exactement combien on perd de calories, mais ce que je sais, c'est que moi, j'ai eu un changement physique parce que j'allais tous les jours pendant près de 6 mois, 1 an. Mais c'est physique sur le long terme parce que je me suis vraiment musclée, quoi. Je me suis musclée, j'ai séché un petit peu. En plus, je me mariais à la fin de l'année, donc ça m'a motivée, le tout me motivait. Mais d'un point de vue calories en elle-même, je voudrais pas dire de bêtises, mais j'imagine que en tout cas. Oui, c'est plus physique en tout cas parce que déjà quand on a plus chaud. Donc là, tu vas tous les jours et qu'est-ce qui se passe un peu c'est ton visa qui arrive à la fin ou... Alors, en fait, on devait prolonger notre visa de base, on devait en refaire un autre parce que le principe du J1, je crois qu'on peut le prolonger une deuxième fois. Je suis partie avec mon mari. Donc quand je dis on, c'est mon mari et moi. Et en fait, au bout d'un moment, le problème de Los Angeles, c'est que c'est un peu une ville de passage aussi. Donc à chaque fois, je me faisais des amis. Bah, par exemple, Jody, qui est mon associé maintenant, qui est venu faire un échange universitaire. Ça a été une rencontre, c'était une évidence, quoi. On s'est rencontrés et tout de suite, on s'est vus tous les jours, on s'est vraiment attachés l'une à l'autre, et après, elle est rentrée en France finir ses études. Et en fait, ça me faisait ça tout le temps, avec plein de gens. À chaque fois, je devenais amie avec quelqu'un. Comme on n'était pas beaucoup, bah, l'amitié devenait très vite très forte. On s'attachait vraiment aux gens, et puis ils finissaient par rentrer à Paris et on se retrouvait un peu tout seul. Et donc c'est vrai qu'en plus on avait à notre âge beaucoup d'événements autour de nous, de mariages, de naissances. Et en fait, les États-Unis, il y a un point qui est un peu négatif, mais comme quoi on peut pas tout avoir non plus. C'est par exemple, il y a que 2 semaines de vacances dans l'année quand on travaille quelque part. Et donc en fait, en 2 semaines, moi j'ai 7 frères et sœurs, mon mari il en a 3. Il a plein de cousins, enfin en fait vite c'était un stress de se dire pour qui on va rentrer, quand est-ce qu'on va rentrer, qu'est-ce qu'on va faire. On a des grands-parents aussi on avait l'impression de passer à côté de quelque chose, de pas profiter. Donc c'est vrai que nos caractères fonctionnaient pas sur le long terme avec ce mode de vie. Ouais, c'était trop loin. Voilà, on se voyait pas vivre aussi loin avec un aussi grand décalage horaire, avec c'est pas accessible en vrai. On peut pas venir un week-end nous voir à Los Angeles. Bon, on a eu la chance d'avoir des amis qui sont venus, de la famille qui est venue pendant la période où on y était, mais on se voyait pas construire notre vie. Et c'est vrai que nous, on allait se marier, après on voulait fonder une famille, et on voulait pas le faire si loin. Donc du coup, on a pris la décision de rentrer, sans savoir ce qu'on allait faire à Paris, hein. De base.
On est juste rentré en se disant, on veut être proche des gens qu'on aime et ça marchait pas, Même si on regrettait pas du tout l'expérience. Voilà, quand elle est arrivée à sa fin quand le visa est arrivé à sa fin, on s'est dit que c'était l'occasion de rentrer et de construire, de s'enraciner quelque part en France parce que c'était là où on avait tout en fait. Et ton frère était pas trop déçu? Si, je pense qu'il était déçu. Je suis restée très proche de lui. En fait, comme il est plus âgé que moi et qu'il est parti aussi très tôt de la maison, c'est vrai que on se connaissait pas personnellement, je dirais. On se connaît comme des frères et sœurs qui se chamaillent, mais on se connaissait pas comme des deux individus adultes. Et donc c'est vrai que ça nous a beaucoup rapprochés parce que lui, ça faisait très longtemps qu'il était aux États-Unis, donc d'avoir sa famille qui était là, on se voyait tout le temps, on dînait ensemble. Il avait des enfants, donc j'étais très proche de ses enfants. Donc oui, je pense qu'il a été déçu, mais on est un peu pudique, donc il me l'a pas forcément dit, mais je savais que il pensait que j'allais rester, qu'on allait en ouvrir d'autres ensemble et que voilà. Après, c'est pas évident de travailler avec sa famille, bien que je l'aime et que je sois très admirative de tout son parcours et de tout ce qu'il fait. C'est pas évident tous les jours. Et donc voilà, en tout cas, j'étais en accord avec le fait qu'il fallait rentrer et que maintenant je me sentais aussi prête à construire quelque chose. Je savais pas quoi, mais je savais que j'avais appris plein de choses pendant mon expérience et que ça allait me donner des clés et ça a peut-être même été un tremplin vers l'entrepreneuriat, le fait d'avoir travaillé là-bas et à ses côtés aussi, je pense. Oui, parce que ça marche super bien son restaurant, c'est un restaurant club, donc Wonders. Oui, ça marche très bien. Maintenant, il a ouvert comme une chaîne, donc il en a ouvert 2 autres cette année. Il en ouvre encore 2 autres l'année qui arrive. Donc en fait, oui, ça y est, maintenant il est il a trouvé sa voie, lui, c'est sûr et certain. C'est le rêve américain. Voilà, il vit le rêve américain, exactement. Alors oui, c'est vrai que c'est sympa parce que tu as vécu un peu l'entrepreneuriat sans prendre de risques finalement. Je trouve que quand on est comme ça bras droit salarié, c'est génial parce qu'on peut apprendre beaucoup sans avoir vraiment le stress de se dire c'est sa propre entreprise. Et donc quand tu es rentrée, tu t'es dit tout de suite moi aussi j'ai envie de devenir entrepreneur, de monter ma boîte, ou tu as aussi pensé à travailler en agence alors? Non, alors en fait, je pense que l'idée de l'agence, elle a disparu dès que j'ai commencé à travailler. Je vous dis, dès que j'ai commencé mes études en fait en Suède, justement en pub, tout de suite, je me suis sentie peut-être différente des autres étudiantes de ma classe et je me sentais pas capable moi de faire ça. Et en toute transparence, je pense que j'ai été honnête avec moi-même et que je me suis dit c'est pas grave d'avoir fait ces études-là et de finalement choisir autre chose, parce que mes études m'ont appris plein de choses, plein de clés pour travailler. En fait, je suis capable de faire n'importe quoi aujourd'hui. Parce que la communication, même chez un fleuriste, chez un coiffeur, chez un boulanger, tout le monde a besoin de communiquer. C'est juste la communication pour moi, c'est comment, une fois qu'on a un service, un produit, comment le faire connaître. Donc en fait, ça concerne, c'est quelque chose de très très large. Et donc j'ai pas culpabilisé, je m'en suis pas voulu de pas être revenue, de pas avoir continué ce chemin-là. Et donc en fait, aux États-Unis, donc à la période où Jodie était là, on en parlait beaucoup. Elle avait un profil différent du mien. Elle avait fait elle avait fait des grandes écoles de commerce, une prépa. Donc voilà, on était différentes sur nos projets. Complémentaires. Ouais, mais complémentaires, et surtout on avait la même idée, c'était de construire quelque chose à nous, de travailler pour nous. Et donc on commençait à en parler. Elle faisait beaucoup aussi de hot pilates pendant sa période à Los Angeles. Et je me rappelle, on marchait beaucoup. Alors c'est un peu contradictoire avec Los Angeles parce que normalement on prend beaucoup la voiture, mais Judy et moi on marchait beaucoup. On marchait beaucoup toutes les deux. Et ah vrai, c'est vrai que les parkings à Los Angeles c'est très très cher, hein. Oui, mais c'est vrai en vrai, il y a aussi des parkings gratuits partout. Vous allez faire vos courses, il y a le parking en face. On va au sport, il y avait le parking. Mais c'est vrai que on marchait beaucoup toutes les deux. Et pendant nos marches, on parlait énormément. Et je me rappelle que la petite graine, elle a un peu germé à Los Angeles. On s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça à Paris, quoi? Le studio, il est beau. Le service, il est bien. Les profs sont incroyables. Le hot pilates, je jamais fait à Paris. Je connais pas. Je pense pas qu'il y a, en fait, je pense pas qu'il y a l'équivalent. Et puis, en fait, on s'est pas trop posé de questions. On avait un peu une intuition qu'il fallait qu'on fasse ça, mais on en parlait sans y croire, je dirais. Mais on en parlait tout le temps aux États-Unis. Donc, on est rentré en France avec mon mari, les deux donc sans travail. On s'est mariés sans travail, encore une fois. On s'était dit, nous, on était un peu YOLO, quoi. On s'est dit, voilà, on rentre en juillet, on se marie, en septembre, on trouve un travail
et on se concentre. Mais et en fait, au moment d'organiser le mariage avec Jody, on a commencé à se reposer ensemble et à s'en reparler ensemble, à faire des BP, à se poser, à dire bon, ok, si on le fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais en fait, le début, je dirais toute la période de création d'une entreprise, elle est très floue. C'est parce qu'en fait, il y a pas de revenu. Donc généralement, le revenu, c'est quand même un moteur qui aide le lancement parce que ça nous permet de rester motivés, en tout cas sur la durée. Parce qu'au bout d'un moment, il y a une réalité, c'est qu'il faut gagner sa vie pour revivre. Et donc Jody, elle travaillait, elle était en stage quelque part, donc elle avait des revenus, mais en tout cas moi j'en avais pas. Donc la discussion, elle s'intensifiait, ça revenait souvent, on en reparlait. Elle, quand elle est rentrée à Paris, elle a testé toutes les salles de Paris. Donc à chaque fois, elle me faisait des feedbacks en mode, tu vois, c'est dommage, je retrouve pas l'ADN, je retrouve pas l'accueil, je retrouve pas la chaleur qu'il y avait aux États-Unis. Je te jure, il y a quelque chose à faire. Moi, j'étais encore aux États-Unis à ce moment-là, en plein déménagement, donc on en parlait sans en parler. Mais je sais que Jody, elle y croyait. Elle y croyait vraiment très dur à ce moment-là parce que voilà, elle était dans un autre travail, elle se sentait pas à sa place, même si elle a adoré ce qu'elle faisait et que ça a été très bénéfique pour elle. Elle avait toujours en tête qu'elle voulait monter sa boîte et donc je suis rentrée et les discussions se sont intensifiées jusqu'à ce qu'on ait une opportunité d'un local. Et donc là, il fallait tout faire pour qu'on l'ait, tout faire pour que le deal se fasse, qu'on prenne le moins de risques possible d'un point de vue financier. Et donc en fait là, on a travaillé voilà l'obsession de Charlotte revient. Enfin vraiment des nuits entières sans dormir, on était que en train de faire des recherches, des benchmarks et comment est-ce que et on revenait dessus et il y a ce côté très incertain quand on commence, surtout quand on est jeune et qu'on a 24 ans et qu'on se lance dans l'entrepreneuriat. En fait, on sait pas du tout ce qu'on fait, mais en plus de ça, on doit aller voir des adultes beaucoup plus âgés que nous pour essayer de les convaincre qu'il faut nous donner une chance et qu'il faut faire ce deal avec nous et qu'il faut qu'on ait leur local pour ouvrir. Oui, et puis tu te retrouves aussi dans l'enfer administratif français, voilà, qui est quand même beaucoup plus compliqué qu'aux États-Unis. Oui. Mais bon, ça, j'ai pas eu l'impression d'y être parce que c'est plutôt Jody. Que toute la séance administrative. Bon, on a la partie. J'ai bien aimé faire la partie, je dirais. Création de la marque, dépôt de la marque, etc. Plutôt judiciaire, je dirais. Je sais pas si ça se dit comme ça. Juridique, pardon. Ouais, juridique, excusez-moi. Mais la partie administrative en soi, c'est Jody qui l'a gérée et qui l'a très bien gérée. Et comment vous avez, alors question investissement, vous avez eu des prêts d'honneur parce qu'un local, c'est quand même beaucoup d'argent. Alors, on avait donc toutes les deux un petit peu de sous de côté. Alors, quand je dis un petit peu, c'est un petit peu de sous de côté. Et en fait, comme je vous ai expliqué, on a eu une opportunité qui s'est à la base, on était justement en train d'essayer de savoir comment on allait faire d'un point de vue financement, vers qui on allait devoir se tourner pour lever des fonds. Et en fait, on a eu cette opportunité qui était c'est un pourcentage de notre chiffre d'affaires qu'on allait devoir reverser. Et donc, du coup, si on n'a pas de chiffre d'affaires, on n'a pas de pourcentage. Ah oui, il y a des locaux des locaux qui fonctionnent comme ça. On a fait un deal avec un immeuble de service qui s'appelle Black Door, avec qui on a eu une relation privilégiée avec quelqu'un qui gérait l'immeuble. Et donc, du coup, on a pu donc vendre notre projet et ils y ont cru, en fait. Ils y ont cru parce que eux, ça leur rajoute un service à l'immeuble. Sachant que, vous savez, c'est un immeuble très haut de gamme. Là, on est dans un immeuble de bureau, Burning Bar, et dans le sous-sol d'un immeuble de bureau. Mais en fait, donc ça rajoute un service pour les gens qui y travaillent parce qu'ils ont des tarifs préférentiels, etc. Enfin, on a réussi à trouver quelque chose qui fonctionnait pour que eux se disent, de toute façon, nous, on a le local, on va tester. Au pire, ça marche pas, ça marche pas. Donc, en fait, c'était une prestation de service, si vous voulez, une mise à disposition du local en échange d'un pourcentage du loyer, d'un pourcentage du chiffre d'affaires. Et donc, du coup, on n'a pas réfléchi. Nous, on s'est dit, on va y aller parce qu'en plus, on était persuadés que ça allait marcher. On avait en tête, on était vraiment énergie positive. Ça va fonctionner, même si ça n'a pas été le cas tous les jours. Parfois, on a eu des gros doutes. Sur la durée, je dirais qu'il y a eu un mot-clé, et qui a été notre essence. C'était de se dire, ça va fonctionner. On sait pas ce qu'on fait, mais on va le faire et ça va fonctionner. Donc, en fait, très vite, on s'est donné une date et on s'est dit, cette date-là, on ouvre. Peu importe ce qui se passe. Et bon, on l'a décalé d'un mois, la date. Vous avez ouvert en novembre 2023, c'est ça? 7 novembre 2023. Donc, ça va bientôt faire 1 an? Oui. Franchement, on a vraiment suivi notre intuition. On a eu de la chance avec ce deal qui s'est fait dans cet immeuble prestigieux qui était magnifique.
On a donc, on s'est intégré à la fin, la toute fin du chantier des travaux. Donc, notre investissement, il a été vraiment amoindri par ça, par le fait qu'il restait plus grand chose à faire. Et ensuite, on s'est concentré vraiment sur créer une marque forte et créer un lieu où vraiment un espace, en fait, où les femmes, elles vont venir se sentir fortes, se sentir connectées, soutenues, les femmes et les hommes en vrai, parce qu'au final, on a quand même une grande partie de notre clientèle qui sont des hommes. Mais on voulait vraiment créer cet espace haut de gamme, très haut de gamme dans le sport, qui existait pas à Paris, avec un service d'accueil, de ménage, de douche avec tout ce qu'il faut, que tout soit toujours nickel, qu'on a l'impression d'être dans un palace parisien, mais en sport. Juste pour revenir, avant de présenter Burning Bar, voilà, comme il est aujourd'hui, juste pour revenir sur les investissements, donc vous avez fait des investissements uniquement pour les travaux, en fait. L'investissement de départ, ça a été uniquement pour les travaux et puis l'aménagement, finalement. Oui, ça a été donc la fin des travaux, donc le chauffage, qui est un bel investissement. Et après, donc toute la partie même communication, marketing, on a acheté quelques petites choses de branding. On a commencé avec pas grand-chose, à chaque fois on a rajouté, mais on voulait que les coachs aient une tenue Burning Bar. On voulait voilà qu'il y ait quand même une image forte, dès le démarrage. Donc il y a eu un petit investissement à ce niveau-là aussi. Mais finalement, vous n'avez pas eu un gros investissement, quoi. Non, par rapport à d'autres entrepreneurs, je pense que notre investissement, il a pas été énorme. Ça représentait toutes nos économies à l'une et l'autre, mais on n'a pas eu besoin de lever des fonds ou d'aller chercher auprès des banques un investissement de plus gros, quoi. Donc, vous êtes au 42 avenue Raymond Poincaré dans le 16e à Paris. Donc, vous faites des cours de hot pilates, des massages. Il y a aussi un sauna, un hammam, bar à shot détoxifiant. Donc, c'est une salle de sport haut de gamme, comme tu le présentais. Alors, c'est exactement, j'imagine, comme ce dont vous aviez rêvé, en fait. Bah, en fait, je pense que le rêve, il a évolué avec la réalité de ce qui se passait. Nous, à la base, on avait bar à shot et hot pilates. Au final, l'offre, elle a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on fait toujours hot, mais on a de la barre, on a des cours de cardio, on a du yoga, de la méditation et du pilates. Enfin, on a 7 cours différents. Donc, c'est vrai que l'offre a évolué au fur et à mesure du rêve, je dirais. Mais c'est le principe d'un rêve, en vérité. Il est jamais, il évolue. Jamais fermé. Ouais, il est jamais fermé. Évolue et au final le bar à shot il a un petit peu en fonction de la demande aussi du client on a amélioré et fait changer l'offre, mais oui en gros c'est notre rêve qui devient réalité. Et alors ça a été facile au début de trouver vos premiers clients, parce que j'imagine que quand on sort un concept, ce qui est bien c'est qu'on est les premiers, mais en même temps ce qui est difficile c'est que voilà, personne ne connaît, donc faut essayer un petit peu éduquer le marché. En fait, je pense que aujourd'hui, on se sent très fiers d'avoir créé cette communauté qui est très engagée avec seulement 1 an. On a réussi et on a eu de la chance d'utiliser vraiment notre réseau de base. En fait, au début, on s'est dit notre cible, on voulait vraiment cibler les étrangers à Paris. On voulait vraiment qu'il y ait des étrangers à Paris, quand ils viennent à Paris, que ça soit leur référence, parce qu'on savait que eux, ils avaient le code, ils avaient aussi l'habitude de mettre un certain budget alloué au sport, et donc en fait on savait que ces gens-là c'était notre cible, et qu'en vérité Paris c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup d'étrangers qui viennent régulièrement, soit pour le travail, soit pour la Fashion Week, soit pour voilà, et donc c'est vrai que ça c'était notre cible de base, mais on savait que quand on ouvrait on allait avoir beaucoup de temps avant d'avoir cette cible-là. Donc, notre cible secondaire, évidemment, c'était tous les gens qui habitaient dans notre quartier, autour du 16e. Et notre troisième cible, c'était nos amis qui, en vérité, mettent pas vraiment ce budget pour des cours de sport. Mais on savait que c'était la première cible qui allait nous donner de la force, parce que c'est nos amis, c'est nos familles, c'est les gens qu'on connaît, les plus 1, plus 2 de notre réseau. Et donc, en fait, c'est comme un entonnoir, mais on l'a pris à l'envers. On a commencé par la cible la plus éloignée qu'on avait. Et au fur et à mesure, on est descendu. Et aujourd'hui, je pense que 50% de notre clientèle est anglophone, par exemple. Et l'autre 40%, ce sont des gens qui habitent dans le coin. Et 10%, ce sont notre entourage et notre famille. Mais à l'origine, c'était vraiment l'inverse. Et donc, voilà, je pense que un conseil très important, c'est de pas sous-estimer la force de son réseau. Je sais que nous, au démarrage, on a envoyé des messages à tous les gens qu'on connaissait de près ou de loin avec une petite story en disant « Est-ce que tu peux poster ça ?» Et je me rappelle que j'avais fait un guide
parce qu'en fait la story, elle parlait pas du tout de Hot Pilates. C'était des filles. J'étais allée à Los Angeles tourner avec ma belle-sœur, mes copines de là-bas, sur la plage, habillées en Burning Bar, mais il y avait écrit ouverture 7 novembre. Mais je voulais absolument, en fait, que les gens, en voyant la publicité qu'on avait créée, se posent des questions et que ce soit pas obvious en mode c'est une salle de sport, bon je skip. Je voulais qu'il y ait cette question de pouvoir engager une conversation, et donc du coup j'avais envoyé 3 ou 4 stories différentes à tout notre réseau, accompagné d'un petit guide. Si on te demande ça, tu réponds ça. Si on te demande ça, tu réponds ça. Ou c'était, du coup, pour essayer de créer une sorte de petit buzz autour de ça. Et je me rappelle qu'avant l'ouverture, on a réussi à avoir peut-être 600 abonnés sur Insta. Mais en vrai, c'est énorme. On se rend pas compte, c'est hyper dur d'avoir des abonnés. Mais très vite, ça a hyper bien fonctionné, ce bouche à oreille là. Et donc, d'ailleurs, hier avec Jody, on regardait la semaine d'ouverture. Et je sais qu'on a ouvert un mercredi ou un mardi, et le jeudi, on avait 2 cours dans la journée, donc c'était pas énorme, mais on était à 10 et 10. On était complet sur les 2 cours. Et donc, on a regardé qui étaient les gens inscrits, et donc c'était que des gens qu'on connaissait de près ou de loin. Mais on est vraiment hyper reconnaissante du fait que notre réseau nous a fait confiance et qu'il est tout de suite venu nous donner de la force. Et après, au fur et à mesure, le bouche à oreille, ça va vite. Et donc, je sais que, par exemple, dès que on avait des clientes qu'on connaissait pas, à la fin du cours, déjà Jody et moi, on était tout le temps là, toutes les deux, du lundi à dimanche. À l'ouverture et à la fermeture, on était là tous les jours. Et donc du coup, on a pu créer un peu un lien avec nos premières clientes, les clientes, ça veut dire les clientes qu'on connaissait pas du tout. Et je me rappelle qu'après chaque cours qu'elles faisaient, au début, on les appelait, on demandait alors, est-ce que tu as des retours, est-ce que tu as des trucs à nous, peut-être qu'on n'a pas encore vu, que tu pourrais nous dire, etc. Et en fait, je sais que ça, les filles ont apprécié parce que c'était nouveau dans les salles de sport, parce que maintenant il y a beaucoup de grands groupes, de grandes institutions, donc il n'y a pas ce côté humain à l'accueil et chaleureux, et donc on a vite eu des clientes fidèles, et donc ça s'est fait un petit peu tout seul, je dirais, enfin tout seul, avec beaucoup de travail, hein, mais beaucoup de communication, mais en tout cas la communauté s'est faite au fur et à mesure, toute seule. Et maintenant, au bout d'un an, on a, je crois, 500 membres fidèles qui viennent très régulièrement. Et on a à peu près 65-70% de taux de remplissage moyen journalier. Donc, on est très, très, très contente. Oui, vous avez eu beaucoup d'articles presse aussi. Oui. Alors, pour la presse, on m'avait donné des conseils. Moi, on m'avait dit, il faut absolument prendre une RP, où il faut payer des articles. Et en fait, nous, quand on commence, 1 euro est 1 euro. Ça veut dire que non, on va pas payer des articles. Si on doit payer quelque chose, c'est des meilleures serviettes, des meilleurs tapis. On a changé 4 fois de tapis depuis qu'on a ouvert. Enfin, c'est le matériel et le service en premier, quoi. Donc, même moi qui ai fait des écoles de communication, j'étais un peu sceptique au démarrage avec le fait de prendre... parce qu'on n'avait pas le budget alloué, hein, mais ça a été difficile. Donc du coup, on a fait notre technique. On faisait de la veille, je faisais de la veille tous les jours sur Instagram, sur Internet. Je regardais des articles, et dès que j'aimais bien l'article, je regardais qui l'avait écrit et j'invitais la personne qui l'avait écrit. Et j'ai eu quelques personnes qui m'ont répondu et qui sont venues et qui d'elles-mêmes, en fait, une fois qu'on crée un lien, ont écrit des articles. Et donc on a eu vraiment de la chance, parce qu'en fait, c'est vrai que quand quelque chose ouvre à Paris aussi, il y a cette idée qu'une fois qu'il y a un article, tout le monde vient un petit peu voir. Donc ça va plus vite, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'articles très rapidement, et ensuite par la suite, quand on a eu plus de budget, on a pris une agence. D'abord on a pris un RP indépendant qui nous a beaucoup aidé, puis on a pris une agence là récemment avec qui on travaille, et on est très contente, parce que en fait au fur et à mesure nos rôles se sont élargis, on a plus de responsabilités, plus de choses à faire, et donc du coup moins de temps, et c'est pour ça aussi on a externalisé et qu'on s'est fait aider sur cette partie-là. Vous allez très très vite. Ça avance vite, je trouve, depuis vos débuts. En à peine 1 an, c'est vrai que vous êtes déjà connu à Paris. J'en entends beaucoup parler. Et vous avez aussi une collaboration avec la marque américaine Sporty & Rich. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, comment ça s'est fait? Bien sûr. En fait, les collaborations, elles ont commencé dès le mois de l'ouverture. C'est-à-dire que dès novembre, on avait vraiment en tête de faire un truc différent par rapport aux autres salles de sport, de faire des collaborations à droite à gauche avec parfois au début, je sais qu'on avait en tête de faire parfois des rencontres avec des gens inspirants dans l'univers bien-être, etc. Et puis au final, on s'est dit, mais
Par exemple, pour les JO, bon, ça s'est pas fait, mais on s'était dit, viens, on contacte toutes les marques prestigieuses et on leur dit, venez sponsoriser le studio pour les JO, comme ils font l'été avec les plages, par exemple. Et bon, on a contacté tout le monde, ça s'est pas fait parce que on s'est réveillé un peu tard et je pense qu'aussi on n'était pas assez connus à ce moment-là, donc nos mails sont passés en spam directement. Pour être honnête, bon, ça fait partie aussi du jeu, hein, d'avoir plein de. Là, on raconte l'histoire comme une success story, mais comme toutes les startups, il y a aussi plein de moments de doute et de down et de personne te répond et personne te calcule parce que nous, on croit qu'on est déjà connus, mais en fait, ça fait 2 mois qu'on a ouvert et que personne nous connaît. Mais c'est vrai que on a ouvert en novembre, par exemple, pour décembre, on s'est donné un challenge. C'était de trouver 24 marques avec qui on allait collaborer chaque jour pour offrir un cadeau à quelqu'un au studio. On était comme des folles dès qu'on nous répondait, je me rappelle, c'était vraiment incroyable. Et d'ailleurs, je remercie, si jamais un jour il y a une marque avec qui on a collaboré, qui tombe sur le podcast, parce que ils nous ont vraiment fait confiance. On venait d'ouvrir en novembre. Nous, on est arrivé, voilà, ça va fonctionner, ça va vous rapporter du monde. Offrez-nous des cadeaux. En échange, vous allez avoir des clients pour votre marque. Bon, on était un peu prétentieux, mais du bon côté, ça veut dire que c'était bienveillant. On y croyait vraiment. On croyait vraiment fermement, comme on était là tous les jours avec notre clientèle et qu'on la connaissait vraiment personnellement. Au final, on savait qu'il y avait un potentiel pour les marques qui allaient collaborer avec nous d'avoir des clients intéressés parce que ça fonctionnait complètement, c'était en synergie. Et donc voilà, au fur et à mesure, les marques au fur et à mesure de l'année de Burning Bar, les marques qu'on a contactées pour faire des partenariats se sont élargies parce qu'on avait plus de visibilité, plus de crédibilité. La fondatrice de Sport & Rich est venue au studio quand elle était de passage à Paris. Elle a adoré. Et puis il y a d'autres personnes de son équipe qui sont venues. Et en fait, rapidement, on a été mis en relation avec quelqu'un. Et c'est eux qui nous ont proposé justement de faire cette collaboration parce que aux États-Unis, par exemple, ils font des running, community running. À Paris, elle est fan. La fondatrice est fan de tennis. Ils font aussi des trucs, des opérations dans le tennis. En fait, ça fitait avec la marque de faire aussi des opérations à Burning Bar, des cours de sport où ils allaient inviter des gens à venir tester, et donc sponsoriser, enfin brander le studio Sport & Rich. Et donc voilà, on l'a encore fait cette semaine pendant la Fashion Week. Et on adore travailler avec cette marque. On trouve que nos synergies, elles fonctionnent très bien ensemble. Et notre cible, enfin notre clientèle est complètement en accord. Et en fait, du coup, rapidement, on s'est positionné sur ce marché-là de marques américaines. Là, en juillet, en septembre, on a fait un partenariat avec un des restaurants de mon frère, justement, à Los Angeles. On est allé là-bas, on a fait des t-shirts de collab et qui ont hyper bien fonctionné à Paris et là-bas. On a fait venir la fondatrice de Format Pilates, Liana Levy, qui est très très connue à Los Angeles. Et en fait, on lui a fait faire un workshop au studio et ça a hyper bien fonctionné. Et donc voilà, en fait, là maintenant, on se rend compte que notre clientèle, ça lui parle vraiment, ces marques-là, et donc on essaye d'en trouver de plus en plus avec qui collaborer. En tout cas, on adore être un peu là, on nous y attend pas, et collaborer du coup avec des marques où de premier abord, enfin on fait du pilates, ça n'a pas de rapport avec un restaurant par exemple, mais pourtant on arrive à trouver des synergies et des valeurs communes qui fait que ça fonctionne. Oui, et ça crée tout un univers aussi autour de Burning Bar. Ouais. Quels sont vos projets pour la suite? Est-ce que vous avez envie d'ouvrir peut-être un deuxième studio? Comment vous voyez un petit peu la suite? Oui, ouvrir un deuxième studio. En fait, on cherche pas à le faire pour le moment, mais on attend. Enfin, on se dit que l'opportunité, elle va aussi venir. Et en fait, aujourd'hui, on est concentré sur le fait de créer une marque très forte. Ça veut dire qu'on n'est pas pressé sur le développement parce qu'on veut pas perdre la qualité de service et de cours qu'on a réussi à faire ici. Alors oui. Je mentirais si je dirais que l'idée c'est pas de grandir et d'avoir d'autres studios. Évidemment que ça fait partie du projet, mais doucement. Je pense qu'on a aussi, au début, on a voulu aller très très vite. C'était jamais assez. On n'a pas réussi à se poser, à regarder en arrière et à se dire bravo, à se regarder avec Jody et à se dire on est fiers de nous quand même. On a monté un truc qui fonctionne où les gens sont contents. En fait, c'est vrai que très vite, on était très frustrés de la moindre chose. Ça a été difficile pour nous de s'avouer et de reconnaître que c'était déjà hyper bien ce qu'on avait fait et que avant de courir, il faut marcher et que du coup, là, on est un peu redescendu sur terre en se disant on a le temps d'en ouvrir d'autres, on le fera, c'est évident, à Paris ou même ailleurs. Comme j'ai commencé par ça et peut-être je finis par ça, le fait de partir à l'étranger, moi, c'est quelque chose qui m'attire toujours autant, d'avoir des expériences à l'étranger, même si je compte m'enraciner et créer ma famille peut-être en France, avoir des expériences
c'est quelque chose qui m'excite et que voilà, si j'en ai l'occasion, je le referai avec plaisir. Donc voilà, ouvrir des Burning Bar à Paris, ouvrir dans d'autres pays, continuer de créer une communauté forte, continuer de créer une marque forte, de surprendre nos clientes, d'être là où on nous attend pas. Et voilà, je pense que c'est ça ce qu'on nous souhaite pour la suite, ce qu'on se souhaite. Mais ne pas être pressé, ne pas vouloir être parfaite, parce qu'en fait, dans l'entrepreneuriat, ça n'existe pas d'être parfaite. Et ça a été difficile de se l'avouer, je pense. Mais voilà, en tout cas, au bout d'un an, si on peut retenir quelque chose, c'est que, en fait, tout est possible quand on a une vision claire. Je pense que c'est très important de s'entourer des bonnes personnes. On a eu, parfois, moi, par exemple, qui suis très sensible aux chiffres des anges, etc. Enfin, si vous venez à Burning Bar, vous verrez, parfois, quand on fait des retraites, la tarification, c'est 1111 euros, 111 euros, etc. Je tiens ça de mon frère parce qu'au restaurant, les tarifs sont comme ça. Et j'ai adoré, je suis très sensible justement à ça. Et je pense que je pense qu'on a eu beaucoup de chance aussi, mais qu'avec une vision claire, beaucoup de persévérance, savoir où est-ce qu'on veut aller. En fait, c'est une sorte de carotte qu'on met au bout du chemin et que même si tout s'écroule, qu'on a l'impression que rien on va rien réussir, que rien va se faire. Si on garde ça en tête, au final, je pense que on peut y arriver. Il faut juste garder le grand tableau en tête et pas juste les petites choses du quotidien, parce que sinon on est vite sous l'eau, vite contrarié, vite frustré et on n'y arrive pas. Alors voilà, là j'essaye de parler avec du recul parce qu'aujourd'hui c'est une bonne journée et que ça vient de commencer. Voilà, j'ai pas toujours ce discours-là, mais en tout cas, je sais que tous mes amis nos amis autour de nous qui veulent se lancer, on leur dit toujours, même si c'est pas facile, c'est le meilleur truc qui nous est arrivé, nous, de lancer notre projet. C'est notre bébé, quoi. En plus, ça s'appelle Burning Bar, donc ça, bébé, mais on a vraiment l'impression que c'est notre premier enfant, c'est notre tout premier bébé. Donc voilà. Et oui, juste pour rebondir sur ça, il faut pas s'attendre à être parfaite parce que ça existe pas. Il faut juste faire du mieux qu'on peut avec les ressources qu'on a et ça a fonctionné. Vous arrivez à en vivre toutes les deux? Parce que c'est pas facile aussi quand on est deux associés, parce que ça fait deux personnes à payer finalement. Oui, on se paye. C'était très important pour nous de se payer dès le démarrage. Dès le début? Quand je dis se payer, au début, ça représente pas grand-chose, mais pour nous, ça représentait quelque chose parce qu'on passait, vraiment 24 heures sur 24. Parfois, on dormait même au studio. Donc oui, on a été conseillés autour de nous sur le fait qu'il faut se payer dès le début. C'est très important. Même se payer, c'est pas forcément des milliers et des cents, hein. C'est se payer quelque chose à la fin du mois, se reverser quelque chose pour se dire, on n'a pas travaillé pour rien, même si on travaille pas pour rien quand on se paye pas non plus et que c'est pas une fin en soi de se payer la première année, que c'est encore une fois une chance qu'on a d'avoir réussi à le faire. Mais voilà, progressivement, on essaye de se payer pour essayer d'en vivre et que voilà, forcément, la réalité de la vie fait qu'on a besoin de pouvoir payer notre loyer, de pouvoir manger à midi et de aussi s'octroyer des plaisirs. Donc oui, aujourd'hui, on en vit et j'espère qu'on en vivra de mieux en mieux avec le temps. Oui, c'est important aussi de poser la question parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui disent, bah voilà, moi je me suis payé au bout de 3-4 ans, donc certains font d'autres choix parce qu'ils les peuvent aussi, enfin parce qu'ils peuvent faire ces choix. Oui. Donc c'est important de savoir que c'est possible aussi. Alors donc tu dis que tu as eu des difficultés. Qu'est-ce qui a été peut-être le plus difficile dans l'ouverture de Burning Bar? Il y a deux difficultés. C'est, je dirais déjà une qui coïncide avec le fait qu'on est jeune, c'est d'avoir confiance en nous. Je pense que c'est une vraie difficulté d'avoir confiance en nous face quand on va contacter des coachs par exemple qui sont plus âgés, qui seniors dans le milieu du sport, d'avoir confiance en nous et de leur dire faites-nous confiance, on va monter une salle de sport. On est une directrice artistique et une directeur financière, et on va réussir, on va monter une salle de sport. Donc cette confiance en soi, je pense qu'elle est très difficile à acquérir et que il faut faire semblant plein de fois avant que ça fonctionne et se dire de toute façon il n'y a pas le choix aujourd'hui, il faut avoir confiance en soi parce que sinon on va se faire on va pas y arriver quoi. Ça c'est une vraie difficulté. La deuxième difficulté c'est la réalité financière, d'être rentable, d'avoir le bon positionnement, le bon prix, les bons deals, acheter au bon prix, de pas se faire arnaquer, etc. Je pense que c'est difficile aussi. Et ça coordonne aussi avec le fait qu'on est jeune et qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, mais ça a été une vraie difficulté. Et ensuite, le management d'une équipe, tout va un peu ensemble, mais le management d'une équipe, c'est très difficile. On a toujours essayé de faire dans la bienveillance, de créer une ambiance familiale avec nos équipes, nos hôtesses, nos coachs, nos alternantes, etc.
bon, j'espère qu'on a réussi, mais ça c'était un vrai challenge, c'était un vrai défi d'y arriver. Et après le défi du quotidien, quoi, de rebondir après la contrariété, de quand il y a un mur qui se met devant vous, de se dire de toute façon je peux pas le casser le mur, donc il va falloir le contourner d'une façon ou d'une autre, même si le chemin est plus long. Je reviens sur le fait que oui, il y a des gens qui se payent pas au bout de 3 ans, et c'est une réalité parce qu'en fait ils réinjectent tout dans leur structure et dans leur boîte pour dire en fait, en tout cas si les gens ne peuvent pas se payer dès le démarrage, c'est pas une fin en soi de le faire. Je pense que nous on a eu de la chance, c'est que dans le domaine du sport, c'est que les gens payent pour un cours, donc en fait si vous voulez la trésorerie, elle se fait au fur et à mesure parce que c'est quelqu'un vient, il paye son cours, nous on paye le prof et après voilà ce qui reste, c'est pour nous quoi, entre guillemets, les impôts, voilà, mais il reste une petite partie en tout cas qui est pour nous. Donc dans notre cas, dans notre structure, on a eu l'occasion et la chance de pouvoir se payer dès le démarrage, mais je veux pas que ça soit interprété en mode il faut absolument se payer quand on est entrepreneur. Non, je pense que juste nous le conseil qu'on nous a donné, c'est que pour tenir sur le long terme, si on arrive à se payer, c'est quand même mieux. Oui, parce qu'après ça dégoûte aussi, hein. Oui, moi j'ai plein d'exemples autour de moi de gens qui au final abandonnent parce que il y a la vie qui continue et qu'en fait si on se paye pas 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est difficile de tenir. Donc oui, je pense qu'il faut savoir faire des concessions et que la concession de se dire je réinjecte un peu moins parce que je me récompense, en tout cas je me paye pour le travail que je fournis, quand elle est faisable, je pense qu'il faut le faire. Alors, un petit peu dans la même lignée de tous les conseils que tu donnes déjà, mais c'est la question habituelle toujours de la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné? Je réfléchis. On m'a donné tellement de conseils. On nous a vraiment conseillé dans tous les sens. On m'a dit qu'il fallait que j'arrête d'être pressée et que j'arrête de vouloir être parfaite. Et je pense que c'est un conseil. J'en ai beaucoup parlé parce que il me drive au quotidien. C'est hyper important d'arrêter de vouloir mais c'est un problème générationnel. Je pense qu'on veut toujours plus, c'est jamais assez, c'est jamais suffisant. Quand c'est cassé, on répare pas, on jette et on achète un nouveau. Je pense que il faut savoir être plus posé, et c'est vraiment un conseil que j'essaye d'appliquer qui est pas toujours évident, mais d'être plus posé avec soi-même, avec dans ses actes, dans son quotidien, dans son travail, c'est très 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 important. Et voilà, je pense que c'est un conseil clé qui m'a personnellement beaucoup aidé pour fonder Burning Bar et dans ma vie en règle générale. Est-ce que tu penses pas aussi que c'est toute l'influence des réseaux sociaux parce que tu vois ce que les gens font à côté, tu te dis eux, ils vont beaucoup plus vite. Du coup ça stresse en fait, tu te dis je suis en retard. Il y a ce côté un petit peu de toujours dans la comparaison avec ce que font les autres. Oui, c'est évident et surtout dans le domaine du sport, il y a tellement de choses qui s'ouvrent tout le temps. Il y a tellement de bonnes idées, il y a tellement de gens très inspirants dans ces milieux-là et en fait, on a toujours l'impression que nous on va pas être à la hauteur, qu'on fait pas assez, que oh là là, nous on n'a pas pensé. C'est un milieu très concurrentiel, je pense. On l'a pas pris comme ça avec Jody. Nous, c'est vrai qu'on s'est mis dans notre bulle, on s'est enfermé, on n'a pas vraiment regardé ce qui se faisait ailleurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que nos influences, elles viennent plutôt de la mode, d'autres domaines, parce qu'on s'est enfermé. Mais oui, c'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est à la fois quelque chose d'un trésor et à la fois un poison en fait, parce que ça booste. Parce qu'en fait, c'est plein d'inspiration, plein d'idées, ça booste la créativité, c'est un fait. Mais je pense que c'est aussi un poison pour la confiance en soi et un poison pour se dire ah là là, mais en fait tout le monde fait mieux que moi quoi. Ça nous arrive hyper régulièrement, enfin ça m'arrive hyper régulièrement de me réveiller, de dire à Jody, je change tout là, le logo il me plaît plus. Non mais c'est vrai, et de me dire en fait je déteste ma marque. Et Jody elle doit s'asseoir à côté de moi et me dire mais tu vas respirer dans un sac, tu vas te calmer. Ouais, ça va bien se passer. Tu regardes pas la marque aujourd'hui, demain tu l'aimeras encore. Mais c'est vrai que c'est et ça va avec le fait de vouloir aller vite et être parfaite, etc. Enfin tout est lié. Mais oui, Instagram et les réseaux sociaux en règle générale, il faut savoir bien l'utiliser parce que c'est un super outil, mais à la fois surtout pour les jeunes générations comme la mienne, ça peut être assez destructeur. Si on n'est pas bien entouré et on n'arrive pas à trouver le recul pour se dire chacun son chemin, chacun sa vie. Et ce qu'on fait, c'est déjà bien. Et si on peut faire mieux, ça prendra le temps qu'il faut. Et voilà, quoi.
Mais c'est vrai que c'est un trésor et un poison, c'est très bien résumé, je pense. Un grand merci Charlotte, donc je mettrai les liens vers vos réseaux sociaux, votre site pour que les auditeurs puissent découvrir Burning Bar s'ils ne connaissent pas encore. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé, vraiment j'ai adoré toute l'inspiration des États-Unis, j'ai voyagé avec toi. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir reçu. Ça m'a beaucoup touchée. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.